Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bonjour et bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous explique simplement les crypto-monnaies et la blockchain. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Pérez, le directeur général de Libra, l'organisation internationale qui développe la crypto-monnaie au sein de laquelle Facebook joue un rôle moteur. Alors forcément, j'avais au moins 21 millions de questions à lui poser et on peut dire que l'actualité ne manque pas du tout. À peine 3 mois après la présentation du projet qui entend fournir une monnaie stable et des services associés au monde entier, les États et les régulateurs n'ont pas manqué de pousser des cris d'orfraie et certains n'hésitent même pas à dire que Libra menacerait la souveraineté des États. Avec Bertrand Pérez, on fera le point sur ce qui coince et comment il compte montrer patte blanche auprès des régulateurs. En parallèle, on évoquera le sujet électrique de la gestion des données personnelles, de l'étrange mutisme des entreprises ayant rejoint l'association, et nous évoquerons aussi des choses plus précises comme la convertibilité Libra Bitcoin et le mystérieux projet de crypto-monnaie d'État chinoise. Il est utile de préciser que c'est l'une des premières fois que Bertrand Pérez s'exprime dans la presse et je suis ravi que ce soit dans 21 millions. Bonne écoute. Bonjour Bertrand Pérez, bienvenue dans 21 millions. Bonjour Grégory. Alors vous avez récemment pris la tête de l'association Libra, la structure internationale qui chapeaute la crypto-monnaie dans laquelle Facebook joue un rôle moteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la mission de l'association ? Donc effectivement, l'association a pour but de développer la blockchain qui permettra de faire circuler les paiements en utilisant la crypto-monnaie appelée Libra. Facebook, comme vous l'avez dit, a été à l'initiative de ce projet, a transféré le code de manière open source à l'association. Donc le code est aujourd'hui à la disposition de l'ensemble de la communauté. Donc depuis le 18 juin, le code est téléchargeable sur le GitHub de l'association et des dizaines de milliers de développeurs au moment où on parle ont déjà procédé au téléchargement, ont participé nous ont soumis des suggestions, ont détecté des bugs et ont remonté également des failles de sécurité via le programme de bug bounty que nous avons mis en place récemment. Donc, en addition de la gestion du code et de la blockchain, l'association a la responsabilité de la réserve monétaire, puisque la Libra Coin est une crypto-monnaie qui est adossée à une réserve. Donc, c'est une réserve dans laquelle le panier sera composé de différentes monnaies fiat, donc du dollar, de l'euro, ainsi que des obligations à très court terme pour assurer la liquidité totale de la monnaie. Et on fera une parité 1 pour 1. Donc cette réserve-là assurera à tout moment, à n'importe quel utilisateur possédant des Libra, qu'il y a quelqu'un qui va les lui racheter à tout moment. Et on assure également une disponibilité de la monnaie, puisque l'association a la responsabilité de créer de nouvelles monnaies si la demande est suffisante. Et s'il n'y a pas assez de demande, nous détruirons les cryptos de façon à équilibrer le système et que la volatilité de la monnaie soit la plus faible possible pour en faire un vrai moyen de paiement utilisable partout dans le monde de manière simple et rapide. D'accord, donc pour résumer, vous êtes garant de la monnaie, mais pas du tout des applications qui seront construites dessus. En fait, ce que nous développons, c'est l'Internet de l'argent. Donc en fait, c'est la couche de transport qui va permettre d'envoyer, recevoir et stocker de la valeur via le Libra Coin. Et effectivement, sur cette couche de transport, les membres de l'association, donc qui sont au nombre de 28 aujourd'hui, et que nous espérons amener à 100 lors du lancement l'année prochaine. Donc, les membres pourront proposer des services à valeur ajoutée au-dessus de cette couche de transport. Donc, certains seront des fournisseurs de portefeuilles virtuels pour stocker des monnaies. D'autres sont des places de marché, eBay, Uber, Farfetch, etc. Certains des opérateurs mobiles, etc. Donc, chacun pourra venir développer ses services au-dessus de cette couche de transport d'argent et ils pourront se concurrencer les uns les autres et offrir des services sur lesquels les clients feront leur choix et
du stockage ou pour tout type de services qui pourront être proposés par les différents partenaires. D'accord. Et Bruno Le Maire, donc le ministre des Finances français, a indiqué ce matin que Libra présentait trop de risques de perte de souveraineté pour les États et qu'il y avait également un risque systémique à partir du moment où Facebook, par exemple, comptait plus de 2 milliards d'utilisateurs potentiels pour le Libra. Ça semble un peu mal engagé en Europe, non ? Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, Libra, c'est simplement un projet, c'est un white paper. Donc l'association et l'annonce à peine 3 mois. Donc le 18 juin, on a annoncé un projet pour un lancement dans la deuxième moitié de 2020, d'accord ? Et ça n'est qu'un projet. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a pas une seule pièce qui a été créée. La blockchain n'est pas opérationnelle. Il n'y a aucun service. Si nous avons pris autant de temps avant le lancement, c'est effectivement parce que nous sommes conscients que la technologie blockchain est une technologie disruptive qui amène beaucoup d'avantages, mais qui vient également avec un certain nombre de questions et un certain nombre de problématiques que les régulateurs financiers, à juste titre, se posent. Des questions de blanchiment d'argent, des questions de financement du terrorisme, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans des discussions avec les régulateurs. Nous venons d'avoir une confirmation du régulateur suisse, qui est notre régulateur principal, puisque l'association est basée à Genève, sur le fait que nous devrions être régulés comme étant un système de paiement, et non pas une banque ou un fonds d'investissement. Donc ça, c'est une première étape. Mais cela vient aussi avec des contraintes, c'est-à-dire que nous allons devoir démontrer que nous avons des capacités, justement, pour traiter le blanchiment de l'argent et ce type de problématiques-là, qui sont le type de problématiques que Monsieur Le Maire a relevé ce matin et que d'autres régulateurs à travers le monde ont également à l'esprit. Et donc, nous sommes dans cette phase actuellement de discussion avec les régulateurs pour définir clairement les règles du jeu. Et notre seule volonté, c'est de nous y soumettre et puis de faire en sorte que tout se passe bien. Parce que bien évidemment, on ne veut pas ouvrir une boîte de Pandore pour quelque trafic que ce soit. Selon mes informations, les autorités françaises n'ont pas reçu de demande d'agrément de la part de Libra donc en France. Et a priori, il n'y a pas encore eu de demande déposée en Europe. Est-ce que vous allez le faire et si oui, quand ? Donc, ce que nous avons fait, c'est dans un premier temps, vu que l'association est basée à Genève, nous sommes focalisés sur l'agrément en Suisse. Donc ça, c'est une chose qui est en cours. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement de faire ce qu'il faut au niveau des autorités européennes pour avoir un cadre réglementaire global et ne pas avoir à aller pays par pays pour faire ce genre de choses-là. Donc, vous dire quand, aujourd'hui, je peux pas vous dire à telle date, mais c'est quelque chose qui va venir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, certainement. D'accord. Et il y a beaucoup d'inquiétudes au sujet des données de transaction des utilisateurs, enfin des futurs utilisateurs. Est-ce qu'il y aura une façon ou une autre, la possibilité pour les validateurs de les revendre à des tiers ou que des tiers les utilisent ? Alors, vous parlez des validateurs de transactions. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que sur la blockchain, donc les données de transaction que verront passer les validateurs, on a fait en sorte de créer la blockchain et qu'elle soit privacy driven, dans le sens où ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le minimum d'informations qui soient stockées de manière à protéger au maximum les données de l'utilisateur. Donc à ce niveau-là, les données qui vont transiter sur la blockchain et qui donc passeront par les nœuds validateurs sont simplement des informations de type adresse de la source, adresse de la destination, un eurodatage de la date de la transaction et le montant de la transaction, exclusivement. Ensuite, certains validateurs seront simplement validateurs et donc ne verront passer que ce type d'informations-là, donc un risque très contenu et très réduit en termes d'informations sur les clients. Mais certains validateurs, en plus de leur casquette de validateur, pourront être, par exemple, fournisseurs d'un portefeuille électronique. Et dans ce cadre-là, au titre de fournisseurs de portefeuille électronique, premièrement, ils devront être régulés et obtenir les autorisations correspondantes en fonction des pays dans lesquels ils souhaitent ouvrir leurs services. Et deuxièmement, effectivement, ils seront amenés à stocker des informations supplémentaires sur les clients qui, premièrement, ne circuleront jamais sur la blockchain privée, seront stockées sur leur serveur mais resteront là. Et ensuite, par rapport à ces données-là, ils devront également être conformes aux exigences de données privées de la zone géographique ou du pays dans lequel ils livrent leurs services. D'accord. Et à part Facebook, pour l'instant, aucune des 27 autres entreprises membres de l'association n'a publiquement évoqué son intérêt pour le projet. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en interne si Visa ou Uber ne parlent pas de Libra ? Alors, ce qui est évident, c'est ce projet est né chez Facebook. Et Facebook l'a développé jusqu'au 18 juin.
ensuite, Facebook n'a pas fait mystère du fait qu'ils ont une position de leadership jusqu'à la fin de l'année 2019, de façon à ce que l'association soit structurée, de façon à ce que les 28 membres soient correctement intégrés dans l'association, que la charte de fonctionnement et les règles de gouvernance de l'association soient clairement établies pour l'ensemble des 28 membres. Nous sommes dans ce process-là. Donc dans ce process-là, effectivement, que les membres actuels ne se prononcent pas plus que cela, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de définir les règles du jeu, et à partir du moment où ces règles du jeu et la gouvernance de l'association sera faite, les membres seront pleinement intégrés dans l'association, et à partir de là, effectivement, ils commenceront à pouvoir être beaucoup plus actifs dans la communication et notamment sur le pourquoi ils sont intéressés par ce projet, le pourquoi ils ont rejoint l'association et quels sont les types de services que eux-mêmes pensent développer au-dessus de la blockchain Libra. On vous a entendu dans la presse britannique les appeler à sortir un peu du bois. J'imagine que c'est un peu pressé maintenant. Faudrait qu'ils parlent, non ? On va dire qu'il y a certaines choses qui, soi-disant, ont fuité dans certaines presses. Il y a clairement des questions qui sont posées par les régulateurs. Certains des membres sont en attente d'éclaircissement de ces questions-là. Et une fois que ces choses-là seront éclaircies et que nous aurons fini le travail qui est en cours, donc ça va se faire dans les prochaines semaines, on parle pas d'années, de finalisation de la gouvernance de l'association, de définition de la charte de fonctionnement qui est importante et qui est l'étape intermédiaire avant de pouvoir accueillir des nouveaux membres, puisque l'objectif au lancement, c'est d'avoir 100 membres dans l'association. Et je ne vous cache pas que c'est pas la demande qui manque. Donc depuis que nous avons fait l'annonce, il y a énormément de sociétés d'un peu partout dans le monde et de tout type qui ont manifesté leur intérêt pour rejoindre l'association. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est notamment de définir les règles de sélection et de comment nous allons accepter les nouveaux membres de façon à ce que ces règles-là soient claires, objectives et qu'elles ne soient soumises à aucune discussion lorsque nous embarqueront des nouveaux partenaires dans l'association. Votre objectif, c'est d'avoir un cadre clair pour pouvoir aller rechercher d'autres membres quand ? À Noël, début 2020 ? C'est ça, c'est d'ici la fin du dernier trimestre. D'accord. Et est-ce que vous comptez rendre possible l'achat et la vente de Libra sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies ? On sait par exemple que Coinbase fait partie des membres de l'association Libra. On dirait que c'est logique du coup. Ouais. Alors, ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que l'association n'a aucun contact avec les consommateurs finaux. L'association fournit la technologie, l'association a la responsabilité de la réserve, et ensuite, ce sont des plateformes d'exchange, comme vous avez dit, qui, eux, vont avoir la relation avec le client et qui, notamment, devront faire le nécessaire en termes de KYC, donc d'identification des clients, et également en termes de privacité, etc. L'association vendra les coins en fonction de la demande à des intermédiaires, donc ce qu'on appelle des market makers, qui vont assurer la liquidité de la vente et qui, eux, ensuite seront en contact avec des plateformes de type exchange qui vendront aux clients. Coinbase est un exemple, c'est une société qui est un membre, mais on ne va pas se restreindre à uniquement des exchanges qui sont membres de l'association. On aura des exchanges qui ne font pas partie de l'association en tant que membres, mais qui sont intéressés par simplement pouvoir faire acheter et vendre du Libra à leurs clients et viendront simplement s'interconnecter et signer des agréments et des contrats avec nos market makers de façon à pouvoir disposer de l'accès aux pièces et faire les achats et les ventes pour leurs clients. Donc, bien évidemment, l'ensemble des grosses plateformes avec une réputation solide, puisque c'est aussi un point important pour nous, c'est qu'effectivement, on ne va pas ouvrir à n'importe quelle plateforme d'exchange et on souhaitera que ce soit des plateformes qui soient fiables, avec une solide réputation, de façon à protéger les consommateurs également. Et est-ce qu'il est envisageable qu'on puisse échanger des Libras contre des bitcoins ? C'est une question que beaucoup de personnes se posent dans la communauté crypto. Alors, encore une fois, ce que l'association n'intervient pas là-dedans. C'est-à-dire, on produit en fonction d'une demande ou on brûle des pièces si la demande n'est pas suffisante. Et ce sont les market makers avec lesquels nous sommes en contact qui, eux, ensuite, sont en contact avec les exchanges. Maintenant, ce que les exchanges vont faire, c'est-à-dire que ils peuvent, de la même manière qu'ils vont faire des paires Libra euro, Libra dollar, si pour eux, ils voient un intérêt financier à faire des paires Libra Bitcoin, ce sera leur choix, leur décision, et l'association n'a pas d'avis par rapport à ça, pas de recommandation. Simplement, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils fassent cela dans le respect des règles, que ce soit réglementaire et que ce soit également dans le respect des consommateurs. C'est très clair. Et j'aimerais qu'on parle un peu de la gestion du panier de devises, parce qu'on en parle beaucoup.
Et les gens imaginent qu'un jour, l'association pourrait par exemple dumper une monnaie en particulier. Moi, j'aimerais savoir, en fait, comment ça va se passer. Quelle majorité il faudrait réunir pour faire remplacer l'euro par le dollar canadien, par exemple. C'est vraiment juste un exemple. Hein, ouais. Mais... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'événements ne peuvent se passer que s'il y a vraiment un événement très grave. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y a l'euro qui d'un coup a une volatilité de 3% et puis on va venir toucher à ça. Non, pour que ce type d'événement arrive, pour que ce type d'action soit prise, il faudra qu'il y ait vraiment un énorme problème. Déjà, donc ce ne sont pas des activités qu'on va avoir au quotidien et j'espère qu'on n'aura pas du tout. Ensuite, en termes de gouvernance, c'est le genre de décision qui sera soumise au vote du Conseil de l'ensemble des membres et qui nécessitera un vote à la supermajorité des 2/3 donc les 2/3, voilà. Pour pouvoir accepter ce genre de choses. D'accord, donc c'est pas une majorité simple, c'est vraiment une majorité aux 2/3 pour pouvoir mettre en place ce type de choses-là qui seront exceptionnel puisque dans le choix des monnaies que nous avons fait aujourd'hui, nous avons choisi des monnaies qui pour nous sont les monnaies les plus fiables et les plus solides du marché. Donc l'objectif c'était effectivement de le créer aujourd'hui avec ces monnaies-là en se disant bon le panier est fait et ne bougera pas parce qu'on est sur ce qui se fait de mieux en termes de stabilité pour ces monnaies-là. D'accord. Est-ce que vous confirmez les informations de Bloomberg comme quoi le dollar singapourien a été rajouté au panier de devises ? Il fait partie des devises que nous regardons. Aujourd'hui, le panier n'est pas officiel. Le panier n'est pas complètement finalisé, d'accord. Donc il y a des hypothèses qui circulent. Le dollar singapourien fait partie des hypothèses, mais aujourd'hui, je peux pas vous confirmer qu'il y sera ou qu'il y sera à tel %. Aujourd'hui, ce sont des choses sur lesquelles que nous sommes en train de finaliser et on se réserve le droit encore de pouvoir faire des affinements en fonction de critères économiques au moment où nous ferons le lancement. D'accord. Et le yuan, on en parle beaucoup, mais le yuan ne sera pas intégré dans le panier. D'accord. Et pour finir sur le panier, est-ce que vous avez conscience du pouvoir que Libra aura sur la valeur des monnaies traditionnelles si votre association décide de réduire la part d'une monnaie dans son panier, voire de la supprimer ? Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Alors, c'est encore une fois, on ne pense... Libra va être un moyen de paiement. Donc pour nous, lorsque nous construisons, on construit la plateforme et notre objectif, c'est effectivement d'apporter un moyen de paiement qui sera complémentaire aux monnaies existantes et non pas concurrentiel. D'accord ? Donc ce qui veut dire que pour nous, la taille de la réserve, donc en nombre puisqu'à chaque fois qu'on va créer un Libra, il va y avoir l'équivalent qui va être mis en réserve en monnaie fiat. Donc la taille de cette réserve, pour nous, n'atteindra pas une taille qui soit des trillions de dollars. Parce que les clients vont convertir leur fiat en Libra, faire leurs transactions. S'ils reçoivent des Libras retransformés en fiat, il n'y a pas de capacité de spéculation. D'accord ? Donc c'est pas du Bitcoin ou autre. Personne n'a intérêt à investir dans du Libra et garder du Libra pendant 5 mois parce qu'il n'y a pas de possibilité de spéculative. Donc de ce fait, notre vision, c'est que la taille de la réserve sera limitée et sera significative. On espère que ça peut faire quelques dizaines de milliards de dollars ou même quelques centaines, mais on n'est pas dans une taille qui fait, par rapport à l'ensemble des monnaies et au volume qui existe dans ces monnaies-là, qui fait que ce genre de problème-là pourra se poser. En tout cas, c'est pas ce que nous envisageons aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes ouvert à l'arrivée un jour des États au board de Libra ? Ou vous souhaitez que des entreprises ? Je dirais, quand la situation se présentera, on l'étudiera et on verra si effectivement, à un moment donné, il y a des États qui souhaitent faire partie de l'association et rentrer dans la gouvernance. On étudiera la question à ce moment-là. On n'a pas de position fermée a priori. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du projet de crypto-monnaie d'État chinoise ? On ne sait pas encore grand-chose, mais est-ce que vous avez une idée dessus ? C'est quelque chose qui était dans les tiroirs depuis un moment, donc tout le monde en parlait. Là, au moins, il a été officialisé, donc c'est plus une vulgaire menace qu'on ressort comme ça en disant éventuellement ils vont arriver. Pour l'instant, j'en pense rien. Je pense que on est au début de ce qui peut se faire avec les crypto-monnaies et avec les stablecoins notamment. Et je pense qu'effectivement, il y a de la place pour différents types ou différentes sources en termes de zones géographiques de ces monnaies-là. Et à la fin,
ce seront les consommateurs qui feront le choix. C'est-à-dire que les clients choisiront soit Libra, soit autre chose, en fonction de contraintes de coût, en fonction de la confiance qu'ils accordent également à cette monnaie. Et quand on touche à la monnaie, la confiance est importante. Donc effectivement, il faut ce critère-là sera parmi les principaux critères de sélection des consommateurs. Donc à l'arrivée, ce seront les consommateurs qui diront lequel ou lesquels seront celles qui seront retenues et qui feront du sens sur le long terme. Du coup, vous vous placez dans une sorte de compétition, en fait. Oui, ça peut être une compétition. Il y a également Telegram qui a annoncé quelque chose dans ce domaine-là. Donc, effectivement, il y a des choses, et que ce soit en Chine ou que ce soit en Russie ou ailleurs, il y a des ingénieurs de très bon niveau qui ont des capacités excellentes en termes de technologie pour développer ce genre de produit-là. Donc, on verra. Voilà, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ma vision, c'est que ça va permettre aussi d'éduquer plus vite et plus de clients aux crypto-monnaies. Ça, je pense que c'est positif. Ensuite, laquelle sera, s'il y en a une qui est vraiment celle qui est de prédilection, ou il y en a différentes en fonction peut-être de zones géographiques ou autres, ce seront les consommateurs qui le diront. Mais je pense que dans un premier temps, ça permettra d'accélérer l'adoption, parce qu'il y aura potentiellement plus de clients exposés à ce genre de crypto, et ça, je pense que c'est bon. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment votre projet, contribue largement à accélérer le truc, parce que Bruno Le Maire a annoncé une monnaie digitale publique, enfin en tout cas des débuts de réflexion. Est-ce que vous comprenez que les États ont un peu peur, peut-être par incompréhension, par manque de culture cryptographique, mais est-ce que vous comprenez ça? Non, je pense qu'ils sont dans leur rôle de régulation, et ce qui leur fait peur, c'est effectivement ce que je disais, c'est de ne pas ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on a un système financier aujourd'hui existant qui est ce qui est, qui a un certain cadre et qui permet justement de filtrer et de réduire un certain nombre de risques dans tout ce qui touche au blanchiment et à ce genre d'opération. Et donc effectivement, on voit arriver une nouvelle technologie avec potentiellement des portes qui peuvent être ouvertes pour que ce type de mauvais usage s'engouffre dans ces nouvelles technologies. Donc forcément, les régulateurs sont dans leur rôle de dire bon, on veut quand même avoir un certain nombre de garanties et on n'autorisera pas n'importe quoi. D'où notre démarche d'être avec eux pour faire en sorte qu'ils comprennent bien ce qu'on veut faire et que on définisse des cadres qui soient les plus adaptés pour que tout se passe au mieux. Ok. Et vous tiendrez une place centrale au printemps prochain lors du Paris Blockchain Week Summit 2020. Alors si tout se passe bien pour vous, vous serez plus très loin du lancement. Et qu'est-ce que vous attendez de cet événement ? Du lancement ou du Paris Blockchain Week ? Plutôt du Paris Blockchain Week Summit. Non, j'espère déjà qu'on sera dans le lancement et qu'on pourra célébrer ça et commencer à avoir les premiers retours. Je pense que la communauté de blockchain sur Paris est une communauté active qui a beaucoup de talent. Donc la France, c'est pas moi qui vais dire le contraire, est une terre d'ingénieurs et dans la cryptographie et dans ce genre de technologie. Donc ce que je compte, c'est vraiment avoir à ce moment-là des acteurs de la Paris Blockchain Week qui auront intégré Libra et qui seront aussi capables, en même temps que nous lançons, de montrer des services à valeur ajoutée qu'eux-mêmes ont pu développer sur Libra. Merci beaucoup Bertrand Pérez d'être passé dans 21 millions. Merci à vous. Merci beaucoup à Bertrand Pérez d'être venu défendre son projet pour lequel, on le rappelle, encore rien n'est fait et qui devra encore batailler pour obtenir l'aval des régulateurs. Dans tous les cas, nous vivons une époque passionnante et je suis ravi de vous la faire partager dans 21 millions depuis 25 épisodes déjà. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. À très bientôt.